Antoine Delacroix n'avait jamais imaginé que la journée du 14 novembre se terminerait ainsi. Lui, debout dans un couloir du 29e étage, de la tour Granit à la Défense. Costume anthracite impeccable, téléphone contre l'oreille, à écouter une voix qui lui annonçait, avec toute la politesse d'une catastrophe bien élevée, que Sophia Andrade ne serait pas en mesure de l'accompagner au grand gala de la Chambre de commerce luso-française ce soir-là. Gastro-entérite aiguë. Déclaré à 16h52. Confirmé par message à 17h06, 3 heures avant l'événement. Il raccrocha sans répondre et resta immobile quelques secondes à regarder les vitres, Paris étendu en contrebas comme une carte froissée, les lumières de la ville commençant tout juste à s'allumer dans le crépuscule de novembre. Il n'y avait pas d'option simple. Il n'y en avait jamais eu dans sa vie, mais ce soir-là, l'absence d'option prenait une forme particulièrement concrète. Il devait être au Plaza Athénée à 20h, il devait sourire, serrer des mains, naviguer une salle de 140 personnes, dont chacune représentait soit un levier, soit un obstacle. Et à 22h, il devait être présent quand le président de la Chambre annoncerait officiellement l'acquisition de l'Adriatica Promotion. 38 millions d'euros, 11 mois de travail, le dossier le plus complexe que la Delacroix Capital ait jamais conduit. Il ne pouvait pas y aller seul, pas ce soir-là. Il avait besoin de quelqu'un qui connaissait chaque clause des 47 pages du contrat, chaque nom parmi les 140 convidés, chaque nuance politique de cette chambre, chaque histoire ancienne entre associés, chaque point de tension susceptible de transformer un compliment en provocation. Il n'y avait qu'une seule personne au monde qui possédait tout cela simultanément. Il pivota vers le couloir et marcha vers le bureau d'angle au bout du couloir, dont la porte était restée entr'ouverte. Camille Moreau était encore là. Il était 17h15 et elle était encore là, comme elle l'était presque toujours quand lui-même était encore là, comme si les heures supplémentaires avaient cessé d'être des heures supplémentaires pour devenir simplement les heures où les choses importantes se faisaient. Elle était penchée sur l'écran, un stylo entre les doigts, les cheveux tirés en chignon haut, d'où s'échappaient 2 mèches fines sur les tempes, et elle tapait quelque chose avec la concentration tranquille de quelqu'un qui ne sait pas qu'on l'observe. Antoine s'arrêta dans l'embrasure. Il y avait quelque chose dans cette image, la lampe de bureau éclairant ses mains, les feuillets annotés empilés à droite, la tasse de thé refroidie qu'elle n'avait pas finie, qui ressemblait à quelque chose qu'il voyait tous les jours sans jamais vraiment regarder. Il frappa 2 coups sur le montant de la porte. Elle leva les yeux. Pas de surprise. Elle ne marquait jamais de surprise quand il apparaissait à la porte. Elle attendait seulement, stylo suspendu, avec cette attention complète et silencieuse qui était, il le comprit à cet instant précis, absolument rare. « Sophia est toute pour ce soir, dit-il. » Camille posa le stylo. « Gastro, dit-elle. Ce n'était pas une question. » Il haussa un sourcil. « Elle t'a prévenu ? » Elle m'a envoyé un message à 16h40. Elle voulait que je prépare les fiches de synthèse au cas où. Antoine la regarda. Tu les as préparées. Elles sont imprimées, dit Camille. Elle ouvrit le tiroir de gauche et en sortit une chemise cartonnée noire qu'elle posa sur le bureau sans se lever. 140 noms, avec photos, fonctions, affiliations et points de sensibilité pour chacun. Le résumé exécutif du dossier Adriatica en 4 pages et la liste des 3 personnes que vous devez absolument aborder avant l'annonce, dans l'ordre. Il regarda la chemise. Il regarda Camille. « Il me faut quelqu'un avec moi ce soir, » dit-il. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle prit la tasse de thé froid, la posa ailleurs, comme si elle avait besoin d'une seconde pour faire quelque chose avec ses mains. « Je n'ai pas de tenue pour un gala au Plaza Athénée, » dit-elle. Ce n'est pas ce que tu penses qui compte, dit-il. Et il le pensait vraiment, d'une manière un peu distraite, d'une manière un peu automatique, d'une manière qui ne prenait pas vraiment en compte ce que c'était de se retrouver dans une salle comme celle du Plaza Athénée avec une robe achetée en dehors de son budget. Il ne pensait qu'au dossier, il ne pensait qu'aux 140 mains à serrer, il ne pensait qu'à 22 heures. Camille le savait. Elle se leva, attrapa sa veste sur le dossier de la chaise, glissa la chemise noire sous le bras et dit « Donnez-moi 40 minutes.
Elle avait 40 minutes et 70 € en réserve sur son compte courant. Les 110 € de la robe, elle les avait économisés sur 3 semaines, sans se dire qu'elle en aurait besoin pour un gala, mais parce qu'elle aimait cette robe bleu marine qu'elle avait vue dans la vitrine d'un magasin au Halles et qu'elle avait décidé de s'offrir pour une raison qu'elle n'avait jamais vraiment formulée. La robe était chez elle, à Montreuil. Elle prit le RER A depuis la Défense, debout dans le wagon bondé de 17h30, la chemise noire serrée contre elle pour ne pas la froisser, les yeux sur les annonces lumineuses qui défilaient. Vincennes, Nation, Châtelet. Elle changea à Châtelet. Elle avait un message de sa mère. Les médicaments de ce mois-ci avaient encore augmenté. L'ordonnance avait été renouvelée avec un dosage plus fort. Elle répondit « Je m'en occupe demain » et rangea le téléphone. Villiers-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Montreuil. Elle descendit, marcha les 6 minutes jusqu'à son immeuble, au pas rapide de quelqu'un qui compte ses secondes, monta les 4 étages sans attendre l'ascenseur, ouvrit la porte de l'appartement de 2 pièces qui sentait légèrement la peinture vieille et le thé froid. Elle avait 22 minutes. Elle enfila la robe bleu marine, attacha les cheveux plus soigneusement, traça un trait de crayon sur les yeux et appliqua une touche de rouge à lèvres bordeaux qu'elle gardait depuis 2 ans, pour les occasions qui méritaient d'y penser. Pas de bijoux. Elle n'en avait pas qui allaient avec une robe à 110 € dans une salle à cristaux de baccarat. Elle prit le sac à main noir sobre, vérifia que la chemise noire était bien glissée à l'intérieur, mit son manteau et sortit. Elle n'avait pas le temps de regarder dans le miroir plus de 3 secondes. Elle se regarda quand même. Elle vit quelqu'un de propre, de droit, de préparé. C'était suffisant. Le taxi la déposa devant l'hôtel Plaza Athénée à 20h moins 5. L'avenue Montaigne brillait de ses lumières froides de novembre, les façades des maisons de couture éclairées comme des vitrines de musée, les voitures noires s'arrêtant et repartant devant l'entrée de l'hôtel dans un ballet silencieux et précis. Camille paya le chauffeur, descendit et marcha vers la porte sans ralentir. Elle avait appris au cours de ses 8 années que les endroits comme celui-ci reconnaissaient l'hésitation avant de reconnaître la personne, et que marcher avec certitude, même dans une robe à 110 €, était le seul passeport qui ne se périmait jamais. Antoine l'attendait dans le hall, costume sombre, cravate bordeaux, le téléphone dans la main, l'expression de quelqu'un qui compte les minutes. Il la vit arriver et glissa le téléphone dans la poche intérieure. « Tu as les fiches ?» dit-il. « Dans le sac ?» dit-elle. Il hocha la tête. Ils entrèrent ensemble dans le salon du 2e étage, et ce fut tout. Il n'avait pas remarqué la robe. Il n'avait pas remarqué qu'elle avait pris le RER depuis la Défense, était rentrée à Montreuil, avait remonté 4 étages en courant et était revenue en taxi en moins de 40 minutes. Il ne remarqua rien de tout cela parce qu'il ne pensait qu'à ce qui allait se passer dans cette salle. Et Camille, qui le connaissait depuis 8 ans, ne s'était attendue à rien d'autre. Elle n'avait jamais attendu qu'il remarque. C'était peut-être là, au fond, le problème le plus silencieux de tous. Le salon du 2e étage du Plaza Athénée était ce que le mot « salon » devenait quand l'argent n'était plus une contrainte, mais une esthétique. Les lustres de cristal suspendus au plafond diffusaient une lumière dorée et douce sur les nappes blanches immaculées, sur les couverts en argent alignés avec la précision géométrique d'une règle, sur les robes de couturier et les smokings noirs qui se croisaient en formations lentes et calculées. L'air sentait le lys blanc et le champagne, avec quelque chose en dessous, le parfum dense et légèrement étouffant du pouvoir qui se déguise en élégance. Les voix formaient un murmure continu et polissé, le genre de murmure dans lequel chaque mot compte double parce que chaque silence compte triple. Camille connaissait cette salle, pas parce qu'elle l'avait fréquentée, mais parce qu'elle avait passé les 3 derniers jours à cartographier qui s'y trouverait, qui s'y éviterait, qui avait besoin de se retrouver dans le même cercle de conversation avant 22 heures. Elle circula aux côtés d'Antoine pendant les 40 premières minutes avec la discrétion d'une personne qui sait exactement ce qu'elle fait et n'a aucun besoin que cela soit visible. Bernard Leclerc, à votre gauche, président de la commission immobilier de la Chambre, il est sur le dossier Marseille. Abordez-le avant Arnaud Voss, sinon l'ordre d'importance va sembler inversé.
murmura-t-elle, au moment où Antoine commençait à pivoter vers la droite. Il pivota à gauche. Geneviève Torres, la femme en rouge près de la fenêtre, c'est elle qui a bloqué la délégation portugaise l'an dernier. Elle sera curieuse de savoir comment l'Adriatica s'intègre au portefeuille sans concurrencer les associés lisbonnais. Soyez précis, pas rassurant. Compris, dit Antoine. Et Vos, après Leclerc, pas avant, et pas de main tendue en premier. Il déteste ça, il préfère que ça vienne de lui. Antoine ne dit pas merci, il n'en avait pas l'habitude. Mais il suivit chaque indication avec la précision d'un homme qui fait confiance à sa boussole, même quand il n'en comprend pas entièrement le principe. C'est lorsque Antoine s'éloigna de 12 mètres pour rejoindre le président de la Chambre que Camille se retrouva seule pour la première fois depuis leur arrivée. Elle s'arrêta près d'une colonne de marbre clair, la pochette de cuir noir serrée sous le bras, 47 pages de contrat, 11 mois de travail, 4 madrugadas de cartographie des créanciers, 3 voyages à Lyon en TGV parce qu'Antoine était à Lisbonne. Elle observa la salle, elle n'était pas intimidée. Elle était fatiguée, d'une fatigue tranquille et ancienne, la fatigue de quelqu'un qui donne toujours plus qu'il ne reçoit et qui a appris à ne plus en vouloir à personne en particulier. Ce fut à ce moment précis que Valérie Beaumont s'approcha. Valérie Beaumont avait la cinquantaine élégante de quelqu'un qui avait investi 20 ans et beaucoup d'argent pour que cela paraisse naturel. Robe de soirée ivoire à broderie dorée, collier de perles en 2 rangs, cheveux blonds coupés au carré avec la netteté d'une intention. Elle s'arrêta à moins de 2 mètres de Camille, avec le groupe de 6 femmes qui l'accompagnaient partout dans ce genre de soirée, un groupe qui fonctionnait moins comme une amitié que comme un chœur, présent pour amplifier ce que la voix principale disait. Valérie ne regarda pas Camille directement. C'était plus habile que ça. Elle regarda ses propres ongles, puis ses amis, puis le fond de la salle et dit avec le volume précis de quelqu'un qui veut être entendu, sans avoir l'air de vouloir être entendu. Quelle honte d'amener sa secrétaire à un gala comme celui-ci, même la robe a l'air achetée en solde. Il y eut des rires contenus dans le groupe, discrets, bien élevés, dévastateurs. Une deuxième voix, plus basse mais tout aussi audible, dans le silence poli qui entourait la scène. Pauvre Delacroix, il a dû manquer d'options. Camille sentit le rouge lui monter au visage. Ce n'était pas de la honte, ou pas seulement. C'était quelque chose de plus vieux et de plus dur, quelque chose qui ressemblait à la confirmation d'une vérité qu'elle refusait depuis des années, que dans des salles comme celle-ci, ce qu'on portait décidait de ce qu'on valait avant même qu'on ouvre la bouche. Ses doigts se serrèrent sur la pochette de cuir noir. Elle pensa aux 47 pages. Elle pensa aux 4 nuits, sans dormir, au tableau Excel ouvert à 3 heures du matin dans son appartement de Montreuil, au patriarche de la famille Adriatica qui lui avait dit, lors du 3e voyage à Lyon, que c'était elle, pas Antoine, elle, qui l'avait convaincue. Elle pensa à tout cela et ne dit rien. Elle baissa légèrement les yeux sur la pochette, respira et attendit que Valérie Beaumont et son cœur se déplacent vers un autre sujet. Ce qu'ils firent dans les 30 secondes suivantes, avec la légèreté de quelqu'un qui vient de froisser un papier et le jette sans y penser. Ce que Camille ne savait pas encore, ce qu'elle apprendrait 2 semaines plus tard, en lisant le document que les ressources humaines lui transmettraient par email un mardi matin ordinaire, c'était qu'Antoine Delacroix avait signé sa promotion 15 jours avant ce gala. Le document portait la date du 31 octobre. Directrice des acquisitions, salaire mensuel brut de 9 500 €, participation de 5% sur les résultats nets de chaque opération conduite ou co-conduite. Il l'avait écrit lui-même, sans déléguer la rédaction à la DRH, ce qui était inhabituel et que personne n'avait commenté parce que personne ne posait de questions à Antoine Delacroix sur ses décisions de personnel. Il avait prévu de l'annoncer après le gala, lors d'une réunion formelle avec les associés la semaine suivante. Il avait voulu que l'annonce publique de l'Adriatica précède la promotion interne pour des raisons narratives, pour que la salle comprenne d'abord le résultat avant d'apprendre qui l'avait produit. C'était logique, c'était stratégique, et c'était, comme beaucoup de choses dans la vie d'Antoine Delacroix, parfaitement raisonné et légèrement en retard sur ce que les circonstances exigeaient, parce que les circonstances, ce soir-là, n'attendaient pas la semaine suivante.
Pendant les 20 minutes qui suivirent l'épisode avec Valérie Beaumont, Camille continua son travail comme si rien ne s'était passé. Elle rejoignit Antoine au moment où il terminait sa conversation avec Bernard Leclerc, lui murmura que Geneviève Torres venait de se déplacer vers le buffet et que c'était le moment idéal, moins formel, plus propice à une conversation directe. Antoine se dirigea vers le buffet. Camille resta légèrement en retrait, suffisamment proche pour intervenir si nécessaire, suffisamment distante pour ne pas empiéter sur l'espace de la conversation. C'était un équilibre qu'elle avait appris à tenir avec une précision presque physique, comme une danseuse qui connaît les limites exactes de sa scène. Elle prit une coupe de champagne, qu'elle ne but pas, la tint simplement pour avoir quelque chose à faire avec ses mains, et observa la salle avec l'œil de quelqu'un qui a passé 3 jours à en mémoriser la géographie humaine. À sa droite, Arnaud Voss discutait avec 2 hommes, qu'elle reconnut comme des représentants d'un fonds concurrent, basé à Francfort. Elle nota mentalement d'en informer Antoine avant qu'il s'approche de Voss. La présence des Allemands changeait légèrement le registre de la conversation à tenir. À sa gauche, le maître de cérémonie vérifia sa montre pour la 2e fois en 5 minutes, signe que l'annonce officielle approchait. Il était 21h40. Antoine revint vers elle avec l'expression de quelqu'un qui vient de réussir quelque chose qu'il avait craint. « Torres est favorable », dit-il à voix basse. « Elle pose une condition sur la clause de non-concurrence pour les associés portugais. »« Je l'ai anticipé », dit Camille. Elle ouvrit la pochette et en sortit une feuille pliée en 4 qu'elle lui tendit. C'est une proposition d'avenant en 2 paragraphes. Si elle insiste ce soir, vous pouvez lui montrer ça en précisant que c'est déjà en cours de rédaction. Ça la satisfera sans vous engager formellement. Antoine déplia la feuille, la lut en silence. Il la regarda. Pas le document. Elle. Pendant 2 secondes entières, il la regarda d'une manière différente de toutes les fois précédentes, d'une manière qui n'était pas la manière d'un homme qui vérifie que son équipe est en place, mais d'un homme qui voit quelqu'un pour la première fois et ne sait pas encore quoi faire de cette vision. « Depuis quand tu l'avais préparé ?» dit-il. « Depuis que j'ai su que Torres serait là ce soir, » dit Camille. « C'est-à-dire, il y a 10 jours. » Antoine plia la feuille et la glissa dans la poche intérieure de sa veste. Il ne dit pas merci, mais il ne détourna pas les yeux non plus, et ce fut peut-être, dans le langage particulier de leur relation professionnelle, la chose la plus proche d'une reconnaissance qu'il lui ait jamais exprimée. Le maître de cérémonie frappa le bord de son verre avec une cuillère en argent. Le murmure de la salle se dissipa progressivement, comme une vague qui se retire, laissant place à un silence chargé de l'attention de 140 personnes. Antoine se redressa. Camille fit un demi-pas en arrière, instinctivement, le geste habituel de celle qui s'efface pour que la lumière tombe sur la bonne personne. Le président de la Chambre, Claude Ménard, un homme de 62 ans avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui a présidé trop de choses pour en être encore impressionné, prit le microphone et commença à parler de la vitalité des échanges commerciaux franco-portugais, de l'importance du secteur immobilier dans la dynamique des 2 économies, de la confiance que les acteurs du marché plaçaient dans des opérateurs solides. Camille connaissait ce discours par cœur. Elle en avait relu la version préliminaire 1 semaine avant à la demande du cabinet de Ménard pour vérifier les chiffres cités. Chaque chiffre était exact. Elle avait vérifié 2 fois. Et c'est dans ce contexte, dit Ménard, que nous avons le plaisir d'annoncer officiellement ce soir l'acquisition de l'Adriatica Promotion par la Delacroix Capital, une opération de 38 millions d'euros qui représente l'une des transactions les plus significatives de notre chambre cette année. Il y eut des applaudissements, bien rythmés, le genre d'applaudissements qui signifie l'approbation polie d'une salle qui avait su depuis des semaines et applaudit par formalité. Je laisse la parole à Antoine Delacroix, directeur général de la Delacroix Capital. Antoine se leva. La salle le regarda. Et alors, et ce fut le moment que personne n'avait anticipé, le moment qui changea la température de la pièce d'une façon que Camille ne comprit qu'une fraction de seconde avant que cela se produise. Antoine tourna la tête vers elle et fit un geste de la main, lent, net, sans ambiguïté. Un geste qui disait « Lève-toi ». Camille ne bougea pas immédiatement.
Elle le regarda, cherchant dans son expression une confirmation qu'elle avait bien interprété ce qu'elle croyait voir. Il hocha la tête, sérieux, calme, certain. Elle se leva. Il y eut des murmures dans le groupe de Valérie Beaumont. Un homme à 3 tables de distance pencha la tête vers son voisin et dit quelque chose en souriant d'un côté de la bouche. Camille sentit chaque regard poser son poids sur elle, sentit la robe bleu marine à 110 € devenir soudainement le détail le plus visible de la pièce, sentit le léger déséquilibre de quelqu'un qui se trouve dans une lumière pour laquelle elle n'avait pas prévu de se tenir. Et alors Antoine dit, avec la concision d'un homme qui n'utilise jamais plus de mots qu'il n'en faut, « Le micro est pour vous ». Camille le regarda une dernière fois. Il n'y avait pas de mise en scène dans son expression, pas de geste théâtral, juste la certitude tranquille de quelqu'un qui sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Elle tendit la main, prit le microphone et se tourna vers les 140 visages du salon. La salle était silencieuse, pas le silence de l'attente polie, le silence plus dense, légèrement instable, de 140 personnes qui ne savent pas encore ce qui va se passer et dont chacune recalcule intérieurement la situation. Camille vit Valérie Beaumont dans le milieu de la salle, le verre de champagne à mi-hauteur, les lèvres entr'ouvertes, sur un sourire qui n'avait pas encore décidé de sa nature. Elle vit Maynard, légèrement de côté, qui l'observait avec une expression que seule la connaissance anticipée du contexte pouvait expliquer. Elle vit Antoine, debout à sa droite, les mains croisées devant lui, qui ne la regardait pas avec l'inquiétude d'un homme qui attend le résultat, mais avec la patience d'un homme qui en connaît déjà la réponse. Camille prit une inspiration, courte, discrète, la respiration de quelqu'un qui rassemble quelque chose en lui, sans que cela soit visible. Et elle dit avec une voix claire, sans trembler, sans hausser le ton, avec le calme exact de quelqu'un qui n'a aucun besoin de convaincre parce que les faits font ce travail à sa place. J'ai tout signé. 3 mots. Pas d'explication, pas de préambule, pas de modestie performative ni de déclaration de victoire. Juste 3 mots posés dans le silence de la salle comme on pose un document sur une table, avec la précision de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il contient. Le silence qui suivit ces 3 mots ne ressembla à rien de ce que Camille avait connu dans cette salle. Ce n'était pas le silence des fins de discours, celui qui précède les applaudissements et que tout le monde reconnaît comme une pause technique. C'était un silence d'une autre nature, plus lent, plus dense, le silence de 140 cerveaux qui recalibrent simultanément une information qu'ils croyaient avoir comprise et qu'ils découvrent avoir mal lue depuis le début. Valérie Beaumont avait posé son verre. Son sourire s'était pétrifié quelque part entre l'ironie et la confusion, incapable de choisir sa destination. L'homme qui avait murmuré quelque chose en souriant 3 minutes plus tôt regardait maintenant fixement la table devant lui avec l'expression de quelqu'un qui espère que personne ne se souvient de ce qu'il a dit. Claude Ménard, lui, ne marqua aucune surprise, parce qu'il n'en avait pas. Il attendit exactement 4 secondes, le temps que le silence fasse son travail, puis prit doucement le microphone de la main de Camille et s'adressa à la salle avec la clarté d'un homme qui sait que certaines choses méritent d'être dites à voix haute pour exister pleinement. « Permettez-moi de vous présenter Camille Moreau, » dit-il, nouvelle directrice des acquisitions de la Delacroix Capital, qui a personnellement conduit chaque étape de cette négociation au cours des 11 derniers mois. Cet accord existe parce que c'est elle qui l'a rendu possible. Il n'y eut pas de rire, il n'y eut plus rien qui ressemble à un sourire de côté ou à un murmure complice. Il y eut des applaudissements, d'abord hésitants, le genre d'applaudissements qui commence quand les gens ne savent pas encore exactement pourquoi ils applaudissent, mais sentent qu'ils le doivent, puis de plus en plus nourris, portés par le mouvement collectif d'une salle, qui comprend progressivement la dimension de ce qu'elle vient d'entendre. Camille n'entendit pas vraiment les applaudissements. Elle les perçut comme un bruit de fond, lointain et irréel, pendant que quelque chose d'autre se passait en elle, quelque chose qu'elle n'aurait pas su nommer sur le moment et qui n'était ni de la fierté ni du soulagement, mais une chose plus étrange, plus silencieuse, qui ressemblait à la sensation physique d'un poids qu'on porte si longtemps qu'on oublie qu'on le porte, et qui disparaît soudainement. Elle sentit ses épaules descendre d'1 centimètre.
Elle sentit quelque chose se dénouer dans la gorge, quelque chose qui n'avait pas de nom, mais qui avait de l'âge. Elle resta debout, droite, les mains légèrement serrées sur le bord de la table, et laissa les applaudissements exister autour d'elle, sans y participer, comme quelqu'un qui se tient dans la pluie et comprend enfin que se mouiller n'était pas un accident, mais une conséquence naturelle et juste des choses. Antoine se rassit à côté d'elle. Il ne dit rien. Il n'y avait rien à dire, et ils le savaient tous les deux. Ce fut Ménard qui, quelques minutes plus tard, lors du cocktail qui suivit l'annonce, s'approcha de Camille avec 2 coupes de champagne et lui en tendit une en disant simplement « Je connaissais votre travail sur l'Adriatica depuis 6 mois. J'attendais ce soir avec impatience. » Elle prit la coupe. « Merci, dit-elle. Ce fut tout. » Mais ce merci-là avait un poids différent de tous les merci qu'elle avait prononcés depuis 8 ans, parce que pour la première fois, il allait dans le bon sens. Les 2 heures qui suivirent l'annonce furent différentes de tout ce que Camille avait connu dans sa vie professionnelle. Les gens venaient vers elle, pas vers Antoine, vers elle. Des hommes et des femmes qu'elle avait passé 3 jours à cartographier comme des abstractions sur une liste, des noms avec des fonctions et des affiliations, se matérialisaient devant elle en personnes réelles, avec des mains tendues, et des questions précises sur les modalités de l'acquisition, sur la stratégie de valorisation de l'Adriatica, sur les perspectives du portefeuille ibérique de la Delacroix Capital. Elle répondait, avec précision, avec clarté, sans les regards de moi que produisent parfois les gens peu habituels à être regardés, avec la fluidité tranquille de quelqu'un qui connaît son sujet depuis si longtemps que le expliquer n'est plus un effort, mais une respiration. Antoine restait à proximité, intervenant par moments, mais dans un registre différent de celui du début de soirée, moins directif, plus latéral, comme un musicien qui comprend en cours de concert qu'il joue un instrument d'accompagnement, et non la mélodie principale, et qui s'y adapte sans drama. Geneviève Torres lui serra la main longuement et lui dit quelque chose en portugais, que Camille comprit. Son portugais professionnel, acquis au fil des dossiers lusitaniens de la Delacroix Capital, était meilleur qu'elle ne l'admettait généralement. Torres riait d'un rire vrai, d'une femme qui reconnaît quelque chose dans une autre femme. Arnaud Voss, lui, s'approcha en dernier avec la démarche nonchalante des gens qui n'arrivent jamais les premiers à rien pour ne jamais avoir l'air d'être impressionnés et lui dit « Vous avez trouvé la brèche sur les créanciers. » Aucun des avocats n'y avait pensé. Ce n'était pas une question. Non, dit Camille, il n'y avait pas pensé. Voss sourit. Je vais avoir besoin de votre numéro direct, dit-il. Elle lui donna sa carte de visite, la nouvelle, celle qu'Antoine avait fait imprimer 2 jours avant avec son nouveau titre. Valérie Beaumont ne s'approcha pas. Camille la vit 2 fois pendant ces 2 heures. Une première fois de loin, en train de parler avec une intensité légèrement forcée à une femme en verre, comme quelqu'un qui compense par le volume une conversation qui ne l'intéresse plus vraiment. Une 2e fois, plus tard, près des portes du salon, le manteau déjà sur les épaules, qui s'apprêtait à partir avec 1 heure d'avance sur la fin officielle de l'événement. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Valérie Beaumont détourna les yeux la première. Ce n'était pas une victoire, pensa Camille. Ce n'était pas ce que ce soir lui avait appris. Ce soir lui avait appris quelque chose de plus difficile et de plus utile que la victoire, que la dignité n'avait pas besoin d'être défendue pour exister, qu'elle n'avait jamais cessé d'exister et que les gens qui tentaient de la nier révélaient par cet acte même l'étendue de ce qu'ils ne possédaient pas. Il était 23h20 quand la salle commença à se vider dans le flux lent et progressif des fins de soirée réussies. Antoine et Camille descendirent l'escalier du Plaza Athénée côte à côte, dans un silence qui n'était pas inconfortable, mais qui était nouveau. Un silence légèrement différent de tout leur silence précédent, chargé de quelque chose qui n'avait pas encore de nom et que ni l'un ni l'autre n'essayait d'identifier à voix haute. Dans le hall, le portier leur tint la porte. L'avenue Montaigne, la nuit de novembre était froide et parfaitement immobile, l'air piquant d'un froid sec qui sentait le pavé mouillé et les feuilles mortes. Antoine s'arrêta sur le trottoir. Il ne chercha pas son téléphone pour appeler le chauffeur immédiatement, ce qui était son geste habituel en fin de soirée. Il resta là,
les mains dans les poches du manteau, regardant la rue comme quelqu'un qui n'est pas encore prêt à rentrer quelque part. « Tu rentres comment » dit-il. « RER » dit Camille. Ce fut une réponse honnête et sans embarras, mais elle contenait malgré elle toute la géographie de leur vie respective. Lui, dans quelques minutes, dans la voiture noire qui l'emmènerait dans son appartement du 16e arrondissement. Et elle, dans le froid de novembre, vers la station Franklin Roosevelt, le RER A, jusqu'à Montreuil, les 4 étages à pied. Antoine resta immobile une seconde de trop. « Je te dépose », dit-il. Ce n'était pas une question. Camille ouvrit la bouche pour dire que ce n'était pas nécessaire. Elle avait dit cette phrase, ou des versions de cette phrase, des dizaines de fois au cours de ces 8 années, toujours avec le même réflexe d'indépendance qui était à la fois une protection et une forme de solitude. Mais quelque chose ce soir-là rendit la phrase difficile à formuler. Elle la formula quand même. « Ce n'est pas nécessaire. »« Je sais, » dit Antoine. « Je te dépose quand même. » Le chauffeur arriva 2 minutes plus tard. Dans la voiture, ils ne parlèrent pas immédiatement. Paris défilait derrière les vitres teintées, les Champs-Élysées, puis la Bastille, puis les rues plus étroites et plus humaines des faubourgs de l'Est parisien. Et Camille regardait la ville avec une attention qu'elle n'avait pas d'habitude, comme si la soirée avait légèrement modifié le filtre à travers lequel elle voyait les choses. Ce fut Antoine qui parla le premier. « Tu savais que Ménard allait dire ce qu'il a dit ?» Camille tourna la tête vers lui. « Non. Il t'a contacté en amont ?»« Non, jamais. » Antoine hocha la tête lentement, regardant devant lui. « Il connaissait ton rôle sur le dossier, » dit-il. « Ce n'était pas une question non plus. Les cabinets d'avocats lyonnais ont leur réseau, » dit Camille. « Il a dû entendre quelque chose. Il a entendu la vérité, » dit Antoine. Il dit ça simplement, sans emphase, d'une voix un peu plus basse que d'ordinaire, et Camille sentit quelque chose dans cette phrase, pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la façon dont il les avait dits, dans ce ton légèrement différent de son ton habituel, plus exposé, moins protégé. Elle ne répondit pas. Elle regarda de nouveau par la fenêtre. Il y avait une boulangerie encore allumée sur un trottoir, 2 hommes qui fumaient devant une brasserie fermée, un enfant endormi dans les bras de sa mère, dans un bus qui passait dans l'autre sens. La vie ordinaire de Paris la nuit, irrépressible et indifférente au gala du Plaza Athénée. Le document de nomination, dit Antoine après un nouveau silence. Les ressources humaines te l'enverront mardi matin. Mais je voulais te le dire ce soir. Camille ne se retourna pas immédiatement. Elle laissa passer 1 seconde, 2 secondes, le temps de faire quelque chose avec l'émotion qui venait de monter dans sa gorge et qu'elle n'avait aucune intention de montrer dans une voiture à minuit. « Je sais, » dit-elle finalement. « Sophia me l'avait dit. Ce n'était pas vrai. Personne ne lui avait dit. » Mais dire « je sais » était ce soir-là plus juste que d'admettre qu'elle l'apprenait maintenant dans une voiture qui traversait le 11e arrondissement, avec le champagne du Plaza Athénée encore sur les lèvres et quelque chose qu'elle refusait de nommer qui cognait doucement contre l'intérieur de sa poitrine. Antoine la regarda de côté. Il savait que ce n'était pas vrai. Il ne dit rien. La voiture s'arrêta devant son immeuble à Montreuil à 0h10. Camille déboucla sa ceinture, prit la pochette de cuir noir et posa la main sur la poignée de la portière. Elle s'arrêta 1 seconde. « Merci pour ce soir, » dit-elle, sans se retourner. « Non, » dit Antoine. Elle se retourna. Il la regardait avec cette expression qu'elle avait vue 2 fois ce soir-là, et qu'elle ne reconnaissait pas parce qu'elle ne l'avait jamais vue sur son visage en 8 ans de travail commun. Une expression qui n'était pas professionnelle, qui n'était pas la concentration d'un homme qui gère une situation, mais quelque chose de plus nu, de plus ancien, quelque chose qui ressemblait à ce qu'on ressent quand on comprend trop tard qu'on a regardé quelque chose sans le voir depuis très longtemps. « C'est moi qui te remercie, » dit-il. Camille hocha la tête 1 fois, courte, le geste de quelqu'un qui accepte quelque chose sans en faire plus qu'il ne faut. Elle sortit de la voiture. Elle entendit la portière se fermer derrière elle, les pas du chauffeur, le moteur qui redémarrait. Elle ne se retourna pas. Elle entra dans l'immeuble, monta les 4 étages, ouvrit la porte de son appartement. Elle posa la pochette de cuir noir sur la table de l'entrée, enleva ses chaussures, s'assit sur le canapé dans l'obscurité et resta là, un long moment,
sans allumer la lumière, à écouter le silence de Montreuil la nuit, les voitures au loin, un chien quelque part, le radiateur qui cliquetait, pas de larmes. Juste cette sensation étrange et nouvelle d'être exactement là où elle méritait d'être, dans un appartement à 2 pièces avec un radiateur qui cliquetait et une robe à 110 € froissée sur elle, après une nuit qui avait changé quelque chose dont elle ne mesurait pas encore entièrement la dimension. Les semaines qui suivirent, le gala furent pour Antoine Delacroix une expérience qu'il n'aurait pas su nommer avec précision si on lui avait posé la question, et qu'il n'essaya pas de nommer parce qu'il n'avait pas l'habitude de nommer les choses qui le dérangeaient intérieurement. Il avait 44 ans, un appartement de 180 mètres carrés dans le 16e arrondissement, avec des fenêtres qui donnaient sur la Seine, un portefeuille de 85 millions d'euros sous gestion, 2 collaborateurs directs, un chauffeur, un abonnement à une salle de sport qu'il utilisait 3 fois par semaine à 6 heures du matin parce que c'était l'heure où personne ne lui parlait. Il dormait 6 heures par nuit depuis 12 ans et avait cessé depuis longtemps de se demander si c'était suffisant. Sa vie était construite avec la précision d'un plan d'architecte, efficace, rationnel, sans espace perdu, et cette précision l'avait longtemps satisfait, de la même façon que satisfont les choses qui fonctionnent sans qu'on ait besoin d'y penser. Ce qui avait changé depuis la nuit du Plaza Athénée, c'était qu'il avait commencé à y penser. Pas de façon spectaculaire, pas avec le genre de crise existentielle qui pousse les hommes à changer de voiture ou de pays, mais d'une façon souterraine et constante, comme un bruit de fond qu'on ne remarque que dans le silence et qui devient, dans le silence, impossible à ignorer. Il pensait à Camille. Pas de la façon dont on pense à un problème à résoudre, de la façon dont on pense à quelque chose qu'on a regardé sans voir pendant trop longtemps et dont on commence seulement à mesurer l'étendue réelle. Le lundi matin, suivant le gala, elle était à son bureau à 8h45, comme tous les lundis, avec les notes de la semaine préparées et le café posé à la bonne température. Rien n'avait changé dans sa façon d'être là. Elle était Camille Moreau, directrice des acquisitions de la Delacroix Capital, depuis le mardi précédent. Le document avait été envoyé. Les ressources humaines avaient transmis les avenants contractuels. Les associés avaient été informés par email sans que personne n'élève d'objection, parce que les résultats de l'Adriatica étaient là et que les chiffres ont cette vertu de rendre les objections difficiles à formuler. Et elle était aussi exactement la même femme qui prenait le RER A depuis Montreuil et montait 4 étages à pied et répondait aux emails à 22 heures parce que c'est comme ça qu'elle fonctionnait, parce que c'était inscrit dans quelque chose de plus profond que les titres et les lignes de salaire. Antoine entra dans le bureau à 9 heures, s'arrêta une seconde sur le seuil comme il ne faisait jamais et dit bonjour. Pas le bonjour habituel, distrait, prononcé en marchant vers son bureau. Un bonjour complet, arrêté, avec un contact visuel. Camille leva les yeux de son écran. « Bonjour », dit-elle, avec le même ton qu'elle aurait utilisé n'importe quel autre matin. Il hocha la tête et alla à son bureau. Ce fut tout. Mais ce bonjour différent des autres, cette fraction de seconde supplémentaire sur le seuil, resta dans l'air du bureau longtemps après qu'il fut passé, comme la trace d'un parfum qu'on n'attendait pas. Les réunions changèrent aussi, légèrement, mais perceptiblement. Antoine invitait maintenant Camille dans les discussions qu'il avait auparavant menées seul avec les associés, pas comme note-taker, pas comme support logistique, mais comme interlocutrice directe dont il sollicitait l'analyse au même titre que celle de Marc Fontaine, l'associé senior de la Delacroix Capital depuis 11 ans. Marc Fontaine, qui avait 62 ans et l'habitude de regarder les nouvelles arrivées avec la bienveillance condescendante des gens qui confondent l'ancienneté avec la compétence, avait mis exactement 2 semaines à comprendre que Camille connaissait chaque dossier mieux que lui, et 2 semaines supplémentaires à décider que cela ne l'ennuyait finalement pas. Il avait une fille de 32 ans dans la finance à Londres, et quelque chose dans la façon dont Camille travaillait lui rappelait quelque chose qu'il admirait sans pouvoir toujours le formuler. Les autres collaborateurs s'adaptèrent plus vite, avec la pragmatique souplesse des gens qui mesurent les hiérarchies aux résultats et non aux titres imprimés sur les cartes de visite.
Pour Camille, ces premières semaines furent une expérience d'une texture particulière, le mélange légèrement vertigineux de la reconnaissance et de l'étrangeté, la sensation de faire exactement ce qu'elle avait toujours fait, mais dans une lumière différente, une lumière dans laquelle les mêmes gestes avaient un poids différent, étaient reçus différemment, généraient des réponses différentes. Elle recevait des emails directs de partenaires qui lui avaient à peine adressé la parole pendant 8 ans. Elle était invitée à des déjeuners dont elle avait autrefois réservé les tables. Elle prenait des décisions qu'elle avait autrefois préparées pour qu'Antoine les prenne. Et tout cela était juste, tout cela était mérité, et pourtant il y avait quelque chose dans cette transition qui n'était pas entièrement confortable, non pas parce qu'elle doutait de sa légitimité, mais parce que la légitimité, quand elle arrive après avoir trop longtemps été niée, porte avec elle une forme de colère tranquille que l'on ne sait pas très bien où mettre. Elle la mettait dans le travail. C'était ce qu'elle avait toujours fait. Ce n'était pas la solution idéale, mais c'était la solution disponible. Le premier vrai changement dans sa vie quotidienne fut l'appartement. Pas parce qu'Antoine lui avait dit quoi que ce soit à ce sujet. Il n'avait rien dit, et c'était une des choses qu'elle appréciait dans leur façon de fonctionner. Cette absence de paternalisme sur ses choix personnels. Mais parce que le premier virement de son nouveau salaire arriva un mardi matin et que le chiffre sur l'écran de son application bancaire était suffisamment différent du précédent pour produire une sensation physique, une légère décompression dans la poitrine, comme quand on desserre quelque chose qui était serré depuis si longtemps qu'on avait oublié que c'était serré. Elle paya les médicaments de sa mère pour 3 mois d'avance. Elle régla l'arriéré de sa dernière année de fac. Et puis, elle passa un samedi à visiter des appartements dans le 11e arrondissement, seule, avec un carnet et un stylo, sans demander l'avis de personne, parce que c'était son argent et sa vie, et que personne d'autre n'avait à décider de la forme que cela prendrait. Elle trouva un appartement de 67 mètres carrés, rue de la Roquette, au 3e étage, avec 2 fenêtres sur rue, un parquet en chêne clair légèrement usé, une cuisine ouverte et des murs blancs qui attendaient qu'on décide de quelque chose. Elle signa le bail le vendredi suivant. Elle appela sa mère pour lui dire qu'elle déménageait. Sa mère pleura un peu, pas de tristesse, mais de ce soulagement particulier des mères qui ont regardé leurs enfants porter quelque chose de trop lourd depuis trop longtemps et qui voient enfin le poids diminuer. Le déménagement eut lieu un samedi de décembre, froid et gris, avec 2 amis et une camionnette louée. Il y avait peu à transporter. Camille avait peu accumulé en 8 ans, non par ascétisme, mais par manque de place et de moyens, et ce peu de choses donna au déménagement une légèreté qui lui semblait juste. Elle posa ses livres dans l'ordre où elle les aimait, accrocha les 2 affichettes qu'elle avait depuis l'université, installa la cafetière sur le comptoir de la cuisine ouverte et s'assit par terre dans le salon vide, le dos contre le mur, les jambes croisées, à écouter le bruit de la rue de la Roquette entrer par les fenêtres. C'était un bruit différent de Montreuil, plus dense, plus mélangé, le bruit d'un arrondissement qui n'avait pas encore décidé s'il était populaire ou bobo et qui, dans cette indécision, restait humain. Elle aimait ça. Elle but son café dans une tasse emballée à moitié, debout à la fenêtre, et regarda les gens passer sur le trottoir avec la tranquillité nouvelle de quelqu'un qui vient de poser quelque chose de lourd et qui découvre que ses mains sont libres. Ce fut Antoine qui l'appela ce soir-là, pas par nécessité professionnelle. Il était samedi, il était 18h, il n'y avait aucune urgence dans les dossiers. Il appela comme quelqu'un qui cherche une raison de appeler et en choisit une qui n'est pas entièrement fausse, mais n'est pas non plus entièrement vraie. « Le dossier Carmona », dit-il. « J'ai regardé les chiffres ce matin. »« Et » dit Camille. Elle était encore à la fenêtre, la tasse vide dans la main. « Il y a quelque chose qui ne colle pas dans la valorisation des actifs espagnols. La méthode utilisée par leur cabinet surestime les rendements locatifs de 30 à 35%. « Je sais, » dit Camille. « Je l'ai noté dans ma synthèse de mercredi. » Un silence. « Je ne l'avais pas lu en entier, dit-il. »« Je sais, » dit-elle encore. Ce n'était pas un reproche. C'était juste un fait, énoncé sans affect, avec la fluidité de quelqu'un qui a depuis longtemps intégré, que les gens ne lisent pas toujours en entier ce qu'on leur prépare, et que ça ne remet pas en question la nécessité de le préparer.
Antoine ne dit rien pendant 2 secondes. « Tu as déménagé aujourd'hui, dit-il. » Ce n'était pas une question. Elle avait mentionné le déménagement en passant, 2 jours avant, dans un contexte de réorganisation d'agenda. Il avait retenu l'information. « Oui, dit-elle. »« Comment c'est ?» dit-il. La question était simple et directe et ne ressemblait à rien de ce qu'il lui avait demandé en 8 ans. Pas une question sur le dossier, pas une question sur la logistique, pas une question utile. Juste une question humaine. Camille regarda par la fenêtre. Une femme poussait un vélo en bas sur le trottoir. Un enfant accroché dans le siège arrière qui regardait les lumières. « C'est bien, » dit-elle. Et elle le pensait vraiment, d'une façon simple et entière qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « C'est vraiment bien. » Il y eut un silence sur la ligne. Le genre de silence entre 2 personnes qui ont quelque chose à dire et qui n'ont pas encore décidé si c'était le bon moment. Aucun des deux ne le décida ce soir-là. « Bonne soirée, » dit Antoine finalement. « Bonne soirée, » dit Camille. Elle raccrocha, posa le téléphone sur le rebord de la fenêtre et resta là encore un moment à regarder la rue. Elle ne pensait pas à Antoine. Elle pensait à demain, à la boulangerie qu'elle avait repérée au coin de la rue en arrivant, au café qu'elle boirait dedans, seule, avec un livre ou sans livre, dans son arrondissement à elle. Elle pensait à la liberté étrange et concrète d'un samedi matin dans un appartement qu'on a choisi. Pas de larmes, pas d'euphorie. Juste cette présence à soi-même, nette et solide, qui ressemblait à une forme d'arrivée. Le mois de janvier arriva avec le froid tranchant et gris de Paris en hiver. Ce froid qui ne laisse aucun doute sur sa nature et qui force les gens à prendre des décisions. Sur leur manteau, sur leur café, sur les choses qu'ils remettent à plus tard depuis trop longtemps. Antoine Delacroix n'était pas du genre à remettre les décisions professionnelles à plus tard. Les décisions personnelles étaient une autre affaire. Il avait appris très tôt, dans une famille où l'efficacité était une valeur morale et l'émotion un sujet de conversation pour les autres, que les sentiments étaient plus facilement gérables quand on ne les nommait pas. Et il avait appliqué ce principe pendant 44 ans, avec une constance qui l'avait rendu très efficace professionnellement et très seul personnellement, sans que cette solitude lui pose problème jusqu'à ce qu'elle commence à lui poser problème, ce qui s'était produit, et progressivement, souterrainement, de la façon dont les choses importantes arrivent toujours, non pas en un instant, mais en une accumulation d'instants dont on comprend le sens seulement en les regardant ensemble, de loin, comme on regarde un tableau dont on était trop près pour en voir la forme. Il avait été marié pendant 6 ans, de 32 à 38 ans, à une femme brillante et distante qui lui ressemblait trop pour que ça fonctionne. 2 architectes du contrôle dans le même appartement, chacun attendant que l'autre cède d'abord, et personne ne cédant jamais. Le divorce avait été propre, respectueux, et d'une tristesse froide qui durait encore par moments dans certaines pièces de l'appartement du 16e. Depuis 6 ans, il avait eu 2 relations, l'une de 8 mois et l'autre de 4, les 2 avec des femmes que ses associés auraient trouvées impressionnantes et qu'il avait laissées avec le sentiment persistant qu'il manquait quelque chose d'essentiel à ce genre d'histoire, quelque chose qu'il ne savait pas nommer et qu'il n'avait jamais cherché à nommer, parce que le travail était là, toujours là, avec sa clarté réconfortante et son absence de zone grise. Ce quelque chose, il commençait à comprendre ce que c'était, et il comprenait aussi, avec la lucidité inconfortable des hommes qui arrivent tard à leurs propres évidences, que la personne qui le lui avait toujours montré, sans qu'il le voie, était assise à 20 mètres de son bureau depuis 8 ans. La révélation ne vint pas d'un seul coup, elle vint dans des détails, dans la façon dont il remarquait maintenant l'heure à laquelle la lumière du bureau de Camille s'éteignait le soir, dans la façon dont les réunions avec elle lui semblaient durer moins longtemps que les réunions avec tout le monde, dans la façon dont il cherchait son regard quand quelque chose d'ambigu se disait dans une salle, comme on cherche instinctivement un point fixe dans un espace instable, dans la façon dont, le vendredi soir, en fermant son ordinateur, il ressentait quelque chose de légèrement différent selon qu'elle était encore là ou déjà partie, une imperceptible variation du sentiment de la fin de journée, trop petite pour être qualifiée de quelque chose, trop constante pour être ignorée. Il n'en dit rien.
Il n'avait pas encore décidé quoi en faire, et tant qu'il n'avait pas décidé, ne rien dire lui semblait la seule option raisonnable. Ce qui n'était pas raisonnable, il le savait, c'était de continuer à ne rien dire indéfiniment. Mais il était Antoine Delacroix, et il avait besoin d'un peu plus de temps. Ce temps lui fut en partie accordé, et en partie retiré par un événement qu'il n'avait pas prévu, comme les événements qui changent les choses ont tendance à ne pas prévenir. Un mardi de la mi-janvier, Camille ne vint pas au bureau. Pas de message, pas d'email, rien jusqu'à 9h45, heure à laquelle il reçut un SMS laconique « Urgence familiale. Je travaille à distance ». Il répondit « D'accord » et passa 2 heures à travailler normalement, ou en tout cas à faire les gestes du travail normal, avant de réaliser qu'il pensait à elle d'une façon qui n'avait rien à voir avec les dossiers en cours. Il ne rappela pas. Ce n'était pas sa place de demander. Ce n'était pas leur registre. Mais à 17 heures, quand elle envoya les comptes rendus des 3 réunions auxquelles elle n'avait pas assisté physiquement, mais dont elle avait visiblement suivi chaque développement à distance, il lui écrivit « Tout va bien ?» 2 mots. Le minimum de ce qu'on pouvait dire et qui signifiait quand même quelque chose. Elle répondit 20 minutes plus tard « Ma mère a eu une chute. Rien de grave. Merci de demander. » Ce merci de demander le frappa d'une façon qu'il n'avait pas anticipée, parce qu'il contenait, dans sa formulation très neutre et très polie, l'histoire entière de quelqu'un qui n'était pas habitué à ce qu'on demande, qui avait appris à fonctionner sans ce geste simple, et qui le recevait avec la prudence des choses auxquelles on n'est pas habitué. Il garda le téléphone dans la main plus longtemps qu'il n'était nécessaire et ne sut pas quoi répondre d'autre que « Prenez le temps qu'il faut ». Le lendemain, elle était là à 8h50. Il entra à 9h, s'arrêta sur le seuil, la regarda. Elle avait les yeux légèrement creusés de quelqu'un qui n'a pas beaucoup dormi, les cheveux attachés plus vite que d'habitude. Un café posé à côté du clavier dont elle n'avait pas encore bu. Elle leva les yeux. « Votre mère va mieux ?» dit-il. « Elle a une fissure au poignet » dit Camille. « Elle reste chez elle. Je lui ai organisé une aide à domicile pour la semaine. » Elle dit ça comme elle disait toujours les choses difficiles, avec la précision factuelle de quelqu'un qui a transformé l'inquiétude en liste de choses à faire, parce que les listes de choses à faire sont le seul endroit où l'inquiétude devient gérable. Antoine hocha la tête. Il fit 2 pas dans la pièce, ce qu'il ne faisait jamais. Il restait toujours sur le seuil ou passait directement à son bureau. Il fit 2 pas et s'arrêta devant le bord de son bureau, les mains dans les poches, dans la position légèrement inconfortable de quelqu'un qui est allé plus loin que son habitude et ne sait pas très bien comment occuper cet espace supplémentaire. « Si vous avez besoin d'aménager les horaires cette semaine, c'est possible, dit-il. » Camille le regarda. Pas avec surprise. Elle avait appris depuis le gala à calibrer différemment certaines de ses expressions. Avec quelque chose de plus attentif, de plus évaluatif, le regard de quelqu'un qui cherche dans une proposition la mesure exacte de ce qu'elle signifie. « Merci, dit-elle. Je vais bien. » Ce « je vais bien » avait la texture légèrement rugueuse des « je vais bien » qu'on dit quand on va suffisamment bien pour travailler, mais pas assez bien pour que la question soit superflue. Il le sentit et n'insista pas. Mais il resta encore une seconde, dans cette position incongrue, debout devant le bureau de quelqu'un d'autre dans son propre bureau, avant de se décider à aller s'asseoir au sien. Ce fut Camille qui parla en premier. « Le Carmona, dit-elle. J'ai préparé une contre-analyse de la valorisation. Elle est dans votre messagerie. Je la lirai en entier, dit-il. Elle sourit. Juste un peu, juste assez pour que ce soit réel. Ce fut la chose la plus simple et la plus compliquée de toute la semaine de janvier. Les semaines suivantes construisirent de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'essayaient ouvertement de construire, mais que tous les deux, chacun de leur côté, sentaient se construire avec la régularité tranquille des choses qui se font quand on arrête de les empêcher.
Ils déjeunaient ensemble 2 ou 3 fois par semaine, pas dans les restaurants où Antoine emmenait ses associés et ses clients, mais dans une brasserie ordinaire rue Marbeuf, avec des banquettes en sky rouge et une ardoise de plats du jour et un service bruyant et sans cérémonial, l'endroit le plus éloigné possible du Plaza Athénée et que Camille avait choisi le premier jour parce qu'il était proche du bureau et qu'Antoine avait accepté sans discuter, ce qui en lui-même était déjà quelque chose. Ils parlèrent de tout, des dossiers toujours, parce que c'était la langue dans laquelle ils étaient le plus fluides ensemble, mais aussi d'autres choses, progressivement, par couches successives, à la façon dont 2 personnes qui se connaissent depuis longtemps dans un registre précis commencent à s'explorer dans les registres adjacents avec la prudence de quelqu'un qui avance sur un sol dont il n'est pas encore certain de la solidité. Il apprit qu'elle avait commencé à étudier le droit à 30 ans, le soir, après ses journées de travail, parce qu'elle avait compris un jour, en lisant un contrat, que comprendre le droit lui permettrait de comprendre le monde d'une façon que rien d'autre ne lui donnait. Il lui dit qu'il avait failli ne pas créer la Delacroix Capital, qu'il avait passé 6 mois à hésiter entre continuer dans un grand fonds américain à New York et rentrer à Paris, et que c'était une conversation avec son père mourant qu'il avait décidé. Non pas parce que son père lui avait dit quoi faire, mais parce qu'il lui avait dit pour la première fois de sa vie qu'il aurait aimé prendre plus de risques. Il ne lui avait jamais dit ça à personne. Il le remarqua au moment où il le dit. Il continua quand même. Ce fut lors d'un de ses déjeuners, un jeudi de la fin janvier, que le sujet du gala revint, non pas frontalement, mais de biais, la façon dont les sujets importants reviennent toujours quand ils ne sont pas complètement résolus. Camille avait dit quelque chose sur une réunion à venir avec un partenaire qu'elle n'aimait pas, un homme du nom de Thierry Morel qui avait la condescendance des gens qui prennent leur insécurité pour de l'autorité. « Il va me parler 2 fois à vous avant de m'adresser la parole directement », avait-elle dit, avec ce détachement légèrement acéré qu'elle avait parfois sur les dynamiques de pouvoir. « Je le gère », dit Antoine. « Non », dit Camille. Il la regarda. « Je ne vous demande pas de le gérer, » dit-elle. « Je vous informe de ce qui va se passer pour que vous n'interprétiez pas mon silence comme de l'accord. » Il y eut un moment de silence entre eux, pas inconfortable, plutôt le silence de quelqu'un qui entend quelque chose qu'il n'avait pas entendu formuler de cette façon et qui prend le temps de comprendre ce que ça signifie. « Je n'ai pas géré le soir du gala, » dit-il finalement. « Ce n'était pas une défense. C'était une reconnaissance posée là simplement, sans préambule. »« Non, » dit Camille, « vous ne l'avez pas géré. » Elle le dit sans dureté. « Vous avez fait quelque chose de différent. » Il attendit. « Vous m'avez donné le micro, dit-elle. C'était plus utile. » Antoine posa sa fourchette. Il la regarda avec cette attention complète qu'il lui réservait maintenant dans les moments où quelque chose d'important se disait. « J'aurais dû le faire bien avant, » dit-il. « Oui, » dit Camille, simplement, sans consolation, sans absolution facile. Et peut-être était-ce précisément cela qui lui permit, à lui, de recevoir cette vérité sans la dévier, parce qu'elle ne cherchait pas à l'épargner, parce qu'elle lui parlait comme à quelqu'un capable de l'entendre, et qu'il n'y avait pas de plus grand respect que celui-là. Le mois de février arriva avec ses jours légèrement plus longs. La lumière revenant par tranches minces et précieuses sur les toits de Paris, cette lumière de fin d'hiver qui n'est pas encore le printemps, mais qui en contient la promesse d'une façon suffisamment tangible pour changer quelque chose dans la façon dont les gens marchent dans la rue. Camille le remarqua un matin en traversant le boulevard Richard-Lenoir pour prendre le métro. La lumière rasait les façades différemment. Les ombres avaient bougé d'un angle. Et elle s'arrêta une seconde sur le trottoir, le sac sur l'épaule, à regarder ça. Ce n'était pas grand-chose, c'était exactement suffisant. Elle avait rendu son mémoire de fin d'études 2 semaines plus tôt, 112 pages sur les mécanismes juridiques de protection des minoritaires dans les opérations de fusion-acquisition en droit français et européen, avec une étude de cas anonymisée sur une opération réelle, qu'elle connaissait dans ses moindres détails, parce qu'elle en avait été l'architecte principal. Son directeur de mémoire lui avait envoyé un email de 3 lignes
pour lui dire que c'était le travail le plus solide qu'il avait lu depuis plusieurs années et lui demander si elle envisageait une publication. Elle avait répondu qu'elle y réfléchirait. Elle y réfléchissait encore, avec la prudence de quelqu'un qui n'a pas encore tout à fait intégré que les choses qu'il produit méritent d'être vues. La soutenance était prévue pour un vendredi de mars. Elle n'en avait parlé à personne au bureau, pas par secret mais parce que sa vie, en dehors de la Delacroix capitale, était une pièce dans laquelle elle n'avait pas encore l'habitude d'inviter des gens. Ce fut Antoine qui l'apprit, un mardi matin, non pas parce qu'elle lui avait dit, mais parce qu'il avait reçu un email du bureau du registraire de l'école, adressé par erreur à la Delacroix capitale. Camille avait renseigné l'adresse professionnelle dans un formulaire des années auparavant et n'avait jamais pris le temps de la corriger. L'email confirmait la date et l'heure de soutenance. Antoine lut le message, le ferma et passa la matinée à travailler sans en parler. À l'heure du déjeuner, il frappa à la porte de son bureau. Elle était au téléphone. Elle leva un doigt pour signifier 1 minute, finit sa conversation, raccrocha. « Votre soutenance est vendredi prochain, à 14 heures, dit-il. Camille le regarda. « J'ai reçu un email par erreur, dit-il, avant qu'elle puisse parler. L'école a votre adresse professionnelle dans le système. » Il y eut un silence. « Je sais, dit-elle. J'avais oublié de la changer. Vous auriez pu me le dire, dit-il. Ce n'était pas un reproche, c'était quelque chose entre la constatation et la question, quelque chose qui demandait pourquoi cette chose qui le concernait, parce qu'il comprenait maintenant que les choses qui la concernaient le concernaient, d'une façon qu'il n'était plus capable de traiter comme un détail, avait existé dans le silence pendant tout ce temps. Camille prit son stylo, le posa, le reprit. « Ce n'est pas une chose du bureau, dit-elle finalement. « Non, dit-il, c'est votre chose. » Elle le regarda. « Exactement, dit-elle. Et dans ce « exactement », il entendit quelque chose qu'il reconnut. La même frontière soigneusement tenue qu'il maintenait lui-même entre ces deux vies, la même protection instinctive des espaces dans lesquels on est vulnérable et qu'on ne partage pas facilement parce qu'on a appris que les partager coûte. Il ne dit rien de plus ce jour-là. Mais le vendredi suivant, il ne convoqua aucune réunion entre 13 et 16 heures et ne demanda pas pourquoi son agenda était libre. La soutenance dura 1h20. Le jury posa des questions précises et exigeantes, celles qu'on pose aux travaux qu'on prend au sérieux. Camille répondit avec la fluidité de quelqu'un qui connaît son sujet de l'intérieur, qui n'a pas mémorisé des réponses, mais construit une compréhension, et la différence était palpable dans chaque phrase qu'elle prononçait. Elle obtint la mention très honorable avec félicitations. Elle rentra à son appartement de la rue de la Roquette, changea de vêtements, fit chauffer de l'eau pour un thé, s'assit sur le parquet du salon avec le dos contre le canapé et appela sa mère. Sa mère décrocha à la 2e sonnerie comme toujours et dit « Alors ?» avant même de dire bonjour. Camille sourit. « Très honorable avec félicitations », dit-elle. Il y eut un son à l'autre bout de la ligne, qui n'était pas exactement un cri et pas exactement des pleurs, mais quelque chose entre les deux, le son que font les mères quand quelque chose de lourd et de long se résout enfin. Elles restèrent au téléphone 40 minutes, à parler de rien d'important et de tout ce qu'il était vraiment, des voisins de sa mère à Orléans, du chat qui avait encore renversé quelque chose, du printemps qui s'annonçait, de si Camille viendrait le week-end suivant. « Je viendrai, » dit Camille. Ce soir-là, il y avait un message d'Antoine sur son téléphone, envoyé à 15h52. Comment s'est passée la soutenance? Elle regarda le message un long moment avant de répondre. Elle pensa à tout ce qu'il contenait. Le fait qu'il avait gardé l'information sans en faire usage pendant 5 jours, le fait qu'il avait attendu la fin de la soutenance pour demander, le fait qu'il avait demandé du tout. Très honorable avec félicitations, écrivit-elle. La réponse arriva en 20 secondes, je n'en doutais pas. 3 mots, le minimum de ce qu'on pouvait dire et qui signifiait, cette fois-ci, beaucoup plus que le minimum. Ce fut à la fin de ce même mois de mars que quelque chose se déplaça définitivement entre eux avec la discrétion et l'inévitabilité des choses qui arrivent non pas parce qu'on les décide, mais parce qu'on cesse de les empêcher. Ils travaillaient tard un jeudi soir sur le dossier Carmona, dont la clôture était prévue pour la semaine suivante,
et dont les derniers détails exigeaient une attention que la journée ordinaire ne permettait pas. Il était 22 heures passées, la tour de la Défense pratiquement vide autour d'eux, les lumières de Paris visibles depuis les fenêtres du 29e étage dans leur étendue nocturne et silencieuse. Ils avaient commandé des sandwichs à 20 heures, qui avaient refroidi sur le coin du bureau, sans que l'un ou l'autre les mange vraiment, trop absorbés par les tableaux de valorisation pour y penser. Camille trouvait une incohérence dans les projections de flux de trésorerie au-delà de la 4e année et l'expliquait à Antoine en tapant simultanément sur le clavier. Et Antoine suivait, debout derrière elle. Il s'était levé de son côté du bureau pour voir son écran plus directement. Et à un moment, elle se retourna pour vérifier qu'il avait compris la distinction qu'elle venait de faire. Et il était là, à 30 centimètres, plus proche qu'il n'était jamais dans le cadre professionnel. Ordinaire, et ce qui se passa ensuite ne fut pas spectaculaire. Il n'y eut pas de geste dramatique, pas de déclaration, pas de musique dans sa tête. Il y eut juste Antoine qui dit, à voix basse, avec la précision d'un homme qui a réfléchi à ce qu'il allait dire et qui le dit quand même, parce que ne pas le dire est devenu moins supportable que le dire, « Je pense à vous d'une façon qui n'est plus professionnelle depuis un moment. » Camille ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda pendant 2 secondes, qui eurent la densité d'1 heure, et dans ces 2 secondes passèrent 8 ans de matin à préparer le café, 8 ans de réunions préparées dans l'ombre, 8 ans de merci non dit, et de regards non échangés, et de frontières maintenues avec une précision qui avait coûté quelque chose, dont elle ne faisait le bilan que maintenant. « Je sais, dit-elle finalement. Moi aussi. » Ce n'était pas une capitulation. Ce n'était pas non plus une déclaration grandiloquente. C'étaient 2 adultes qui disaient une vérité qu'ils portaient depuis suffisamment longtemps pour qu'elle mérite d'être dite simplement, sans artifice, dans un bureau du 29e étage, avec des sandwichs refroidis sur le coin de la table et Paris la nuit derrière les vitres. Il n'y eut pas de baiser ce soir-là. Il y eut quelque chose de plus difficile et de plus vrai. Ils finirent le dossier Carmona, et ce faisant, ils firent la chose la plus honnête qu'ils pouvaient faire l'un envers l'autre. Montrer que ce qu'ils ressentaient n'avait pas besoin de dévorer ce qu'ils étaient, que le désir et le respect pouvaient coexister sans que l'un efface l'autre. Ils rentrèrent séparément, comme toujours. Mais quelque chose avait changé dans la façon de se dire bonne nuit dans le hall du bâtiment, dans la façon dont il attendit qu'elle ait passé les portes tournantes avant de se diriger vers sa voiture. Un geste ordinaire et minuscule qui n'avait aucune grandeur narrative et qui était précisément pour ça la chose la plus sincère qu'il ait faite depuis longtemps. Les semaines qui suivirent construisirent leur histoire avec la lenteur délibérée de 2 personnes qui savent qu'elles ont le temps et qui choisissent d'en prendre, non pas par hésitation, mais par respect de ce qui se construit, par refus de brûler les étapes d'un processus qui méritait d'être vécu entièrement. Ils dînèrent ensemble pour la première fois, sans raison professionnelle, un samedi soir de la fin mars, dans un restaurant du 11e arrondissement que Camille avait choisi. Une petite salle avec des tables en bois, une ardoise au mur, un vin nature qu'elle aimait et qu'Antoine découvrit sans prétendre l'avoir connu avant. Ils parlèrent pendant 3 heures, pas des dossiers, ou pas seulement. De l'enfance d'Antoine, dans une famille de Lyon où le silence était une forme de communication préférée, et où les émotions étaient des choses qu'on gérait, pas qu'on partageait, de la mère de Camille, de l'arthrite, des médicaments, de ce que c'est que de grandir en sachant que quelqu'un dépend de toi avant que tu aies fini de grandir toi-même. De la façon dont chacun d'eux avait transformé la solitude en compétence et la compétence en armure, et de ce que ça coûtait de commencer à poser l'armure. Aucun d'eux ne dit « je t'aime » ce soir-là. Ce n'était pas encore le mot juste. Mais quand il la raccompagna à pied jusqu'à la rue de la Roquette, il avait laissé la voiture, ce qu'il ne faisait jamais, pour marcher dans le 11e à 23 heures sous les réverbères, et qu'ils s'arrêtèrent devant son immeuble. Il y eut entre eux ce silence particulier des gens qui sont arrivés quelque part et qui reconnaissent l'endroit. Il l'embrassa brièvement, la façon dont on embrasse quelqu'un quand on a décidé que c'est réel,
et qu'on ne veut pas le précipiter. Elle posa la main une seconde sur sa veste, une seconde seulement, et rentra. 4 mois après le gala du Plaza Athénée, Camille Moreau croisa Valérie Beaumont lors d'une réception organisée par la Chambre de commerce, dans les salons de l'Hôtel de Ville. Valérie Beaumont portait une robe de couturier crème et son collier de perles habituel et s'avançait dans la pièce avec l'assurance des femmes qui ne doutent jamais avoir leur place dans une salle. Elle s'approcha de Camille avec l'ouverture souriante de quelqu'un qui ne reconnaît pas et qui se présente. « Valérie Beaumont », dit-elle en tendant la main. « Je crois que nous ne nous connaissons pas. » Camille lui serra la main. Elle sourit. Pas de l'ironie, pas de la satisfaction de quelqu'un qui savoure une revanche. Un sourire réel, cordial. Le sourire d'une femme qui n'avait plus rien à prouver dans cette salle, ni dans aucune autre. « Camille Moreau », dit-elle. Directrice des acquisitions de la Croix Capitale. Valérie Beaumont hocha la tête avec un intérêt poli. « Ah, la de la Croix Capitale. L'opération Adriatica, c'est vous ?»« C'est moi », dit Camille. La même formule, la même économie de mots, le même calme absolu. Valérie Beaumont continua de sourire, sans savoir pourquoi quelque chose dans cette conversation lui donnait le sentiment imperceptible d'être légèrement en retard sur quelque chose qu'elle n'arrivait pas à identifier. Elle passa à autre chose quelques minutes plus tard. Camille resta où elle était, prit une coupe de champagne qu'elle but cette fois vraiment, et regarda la salle. Les lustres, les conversations, les codes et les hiérarchies implicites de ces espaces où les gens venaient autant pour être vus que pour se voir. Elle pensa à ce jeudi soir de novembre où elle avait traversé cette même géographie de pouvoir, avec une robe à 110 € et 47 pages sous le bras, convaincue que le salaire décidait de la dignité. Elle savait maintenant que la dignité n'avait jamais eu besoin d'un salaire pour exister. Elle avait toujours été là, dans chaque nuit passée sur les tableaux Excel, dans chaque voyage à Lyon en TGV, dans chaque nom murmuré au bon moment dans une oreille qui n'avait pas toujours su l'entendre. Elle l'avait porté partout où elle était allée. Elle la portait encore. Et là, dans cette salle de l'Hôtel de Ville, avec les lumières de Paris visibles par les hautes fenêtres, Camille comprit que la vraie richesse n'avait jamais été dans les lustres, ni dans les contrats, ni dans les titres gravés sur les cartes de visite. Elle était dans la façon dont on se tient debout quand la salle rit. Elle était dans les 47 pages révisées en silence pendant 11 mois. Elle était dans le thé froid qu'on ne boit jamais parce qu'on est trop occupé à faire le travail. Elle était dans les 4 étages, montée en courant pour enfiler une robe et revenir à temps. Dans la façon dont on dit « je vais bien » quand on ne va pas tout à fait bien, mais qu'on continue quand même. Dans le mémoire, rendu à minuit, après avoir payé les médicaments de sa mère. Dans les 2 secondes de silence, avant de dire « moi aussi ». C'était ça, la vraie élégance, non pas celle qu'on portait, mais celle qu'on était, inamovible, même quand le salon tout entier riait.